Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Donc je rabâche, mais cet espace essaie d'expliquer la théorie selon laquelle l'humanité évolue progressivement et inconsciemment vers son ultime perfection. L'ultime perfection, c'est l'unité, donc la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel à travers des lois universelles avec un système onusien en somme. Un ONU qui a pris le pouvoir sur l'ensemble des nations, des autres nations. Autrement dit, il n'y a pas un leadership, il n'y a pas un gendarme du monde qui serait particulier, comme c'est le cas depuis 30 ans, par exemple. Ce sont les États-Unis qui ont dû prendre ce rôle-là, et un rôle qui maintenant est contesté, parce qu'il a été jugé injuste, plutôt privilégiant certains de ses amis plutôt que l'humanité dans son ensemble. Donc, l'humanité semble avoir pris conscience qu'il n'est pas possible qu'un système universel fonctionne correctement, dirigé, géré ou sous la coupe d'un dominant particulier, d'un dominant national, d'un dominant... mais c'était la même chose quand c'était les Romains. Voilà, le fait que les Romains installaient ce qu'ils appelaient la Pax Romana de façon injuste, mais par obligation. C'était pas forcément quelque chose de voulu. C'est un système national ou un système ethnique ou un système colonial et forcément s'intéresse forcément d'abord à ses intérêts et à ceux de son clan. Voilà, et les États-Unis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les États-Unis first, le clan qui vient derrière, c'est l'Europe, etc. Voilà. Et puis le monde finit par se retrouver comme un vassal. Et donc c'est pas supportable à un certain moment par la société humaine. Alors, donc ça c'est la théorie. Ma théorie pense que nous allons vers cette ultime perfection, un fonctionnement universel, donc un ONU absolument juste, qui aura le pouvoir sur les autres nations, sur les États-Unis, sur la Chine, sur la Russie, donc plus fort que les BRICS, plus fort que l'OTAN, plus fort, etc. Ce qui veut dire que il faudra passer par un désarmement progressif de ces grandes puissances, mais elles l'accepteront évidemment quand elles auront compris l'intérêt de fonctionner universellement. C'est un peu compliqué parce qu'en réalité, c'est très difficile pour un dominant de lâcher la dominance, et parce qu'il a des avantages à dominer. Il n'a besoin d'obéir à personne. Donc un système un peu narcissique que sont tous les systèmes dominants ont vraiment du mal à lâcher leur proie, entre guillemets, qu'est le pouvoir total. Mais la prise de conscience se fera peut-être dans 10, 20, 30, 40 ans, peut-être dans un siècle, peu importe, mais en tout cas, l'humanité est destinée à atteindre cet état-là déjà. Et puis, la finalité, c'est un fonctionnement totalement universel, donc un fonctionnement où
l'ensemble de la planète est un bien commun, devient un bien commun pour que toutes les lois qui obligent chaque nation à faire en sorte que nous allions vers un point écologique, un système écologique absolument parfait, où on n'abîme plus du tout la planète. Voilà. Ben, c'est la même chose. Pour ça, il faut que la planète tout entière devienne un bien commun de l'humanité. Donc il faut que l'humanité, ça devienne la valeur suprême dans la conscience humaine. Ça commence, on sent bien que c'est le concept d'humanité qui n'existait pas il y a 2 siècles, pas à ce point-là, disons, ou il y a 3 siècles, a pris du chemin dans l'esprit humain. Et puis grâce aux nouvelles technologies, là, le fait qu'on ait Internet qui tisse entièrement la planète, même si Internet actuellement n'est pas encore un bien commun de l'humanité, il faudra aussi que ça devienne un bien commun de l'humanité, donc que ça sorte du giron des États-Unis ou d'une appartenance à un individu. C'est un bien commun de l'humanité. L'énergie, c'est un bien commun de l'humanité. Les transports, c'est un bien commun de l'humanité, etc. Voilà. Et on y parviendra. Mais tout ça, c'est le côté technique de l'évolution vers la perfection. La perfection technique, c'est l'écrin dans lequel l'homme viendra se poser. Mais pourquoi il a besoin de cet écrin dans lequel... pourquoi il a besoin de cette perfection? Tout simplement pour pouvoir jubiler le bonheur suprême. Le bonheur suprême, c'est l'état de contemplation, la fin du travail, la fin voilà, l'humanité, une fois qu'elle sera achevée, il n'y aura plus qu'à l'entretenir, en somme. Ça sera plus, on n'aura plus besoin de construire comme nous sommes en train de le faire. Et pour construire, nous avons besoin de nos pulsions, notre ambition, de notre agressivité, justement de l'antagonisme, c'est une sorte d'émulation. C'est comme ça que les États-Unis trouvent leur énergie en se fabriquant des adversaires ou des ennemis. Ça a été le communisme à un moment, etc. Ça a été, voilà, il faut qu'ils aient un ennemi pour souder leur nation, etc. Et on fonctionne comme ça. C'est un mécanisme qui donne de l'énergie. C'est le système primaire que nous avons que nous détenons de nos origines primates. Chez les primates, l'énergie, elle est justement dans la compétition entre un dominant qui domine et des prétendants qui le harcèlent jusqu'à le renverser. Donc il y a une quantité monstrueuse d'agressivité, de violence, qui font que ça stimule l'agressivité, la vigilance, enfin tous les états liés au combat, en somme. Et le principe de l'antagonisme humain, la guerre, la violence, ce qu'on est en train de vivre là-bas, c'est un principe primate, tout simplement. Mais à un certain moment, l'humanité n'aura plus besoin de cet état-là parce qu'on aura fini de construire l'humanité. Et donc on pourra passer sur la contemplation, la sérénité, l'éveil, l'équilibre, cet état que les religions connaissent bien, que les philosophies connaissent bien aussi, l'extase, comme on parle le soufisme, ou le nirvana, l'éveil, la bhakti, voilà, le fana, toutes ces la béatitude,
peu importe comment on l'appelle, c'est un état de conscience absolument supérieur, tout à fait différent aux états de conscience classiques. Je vous renvoie aux écoutes de certaines vidéos précédentes où je parle de Dieu, de l'extase. Voilà, il faut les chercher. Il y a de nombreuses vidéos. Malheureusement, maintenant, il y a quand même un grand nombre de vidéos. Donc, c'est un peu compliqué d'aller les chercher et je ne sais pas comment les trier. Alors, l'extase, et c'est ça, le but c'est l'extase, c'est pas d'arriver à faire une perfection technique. Le but c'est pas de faire une voiture absolument parfaite, c'est que la voiture puisse nous servir à vivre, à jubiler au fond des choses de la vie plus facilement. C'est pouvoir nous déplacer pour où on arrive, voilà, pouvoir vivre le bonheur en fait. Le matériel sert au bonheur. C'est pas l'avoir qui est majeur, c'est l'être, et l'avoir sert à l'être tout simplement. Voilà. Comme Malebranche dit qu'un peu d'avoir est important pour pouvoir être en paix, en somme. Et évidemment, la finalité, ça ne sera pas une débauche d'objets, on sera au minimum. On n'aura pas besoin de surplus. Ce n'est pas le confort qui sera essentiel, en fait. Ça sera la jubilation, le fait de vivre cette extase, le fait de vivre la pleine liberté, la pleine conscience, le plein éveil, c'est ça qui sera le plus important. Donc quand on est dans un état comme ça, quand on vit par exemple l'extase, le reste n'a plus d'importance du moment qu'on a un gîte, un couvert et des bonnes chaussures pour marcher, pour traverser le monde. Voilà, un être humain, et qu'il n'y a plus de danger, parce que ça oblige aussi d'arriver à un état où il n'y a plus de danger. Alors, dans ces réflexions, le 19e siècle a été, dans cette utopie, les socialistes, le socialisme utopique du premier 19e siècle a été fondamental. Les Saint-Simon, les Fourier, les Owens en Angleterre, les Auguste Comte, les Marx, etc., ont tous pensé justement à l'époque que le progrès pouvait amener cette idée d'universalité. Et ce que je vais faire, c'est que pour les vidéos qui viennent, on va travailler sur cette émission de France Culture que je vous conseille depuis quelque temps, avec philosophie. C'est une émission qui passe le matin en semaine, vers, je pense, entre 10h et 11h, il me semble, et qui est toujours en ce moment en prise avec ce qui se passe, avec voilà, la révolte française, par exemple. Cette émission colle un petit peu et à l'actualité, et puis à des choses. Je trouve qu'elle est engagée socialement, pas politiquement, mais engagée socialement dans la politique au sens grec du terme, s'occuper de la société humaine. Donc, on va écouter, et puis on va commenter. Là, on va juste faire la présentation, s'intéresser à la présentation. France Culture, avec philosophie,
Géraldine Mühlmann. Voilà, Géraldine Dans notre Mühlmann. série de cette semaine sur le thème de la propriété, voici le 4e épisode, les socialismes utopiques du 1er 19e siècle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Cupiec, professeure émérite de sociologie à l'université Paris-Denis Diderot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des politiques culturelles, notamment des politiques du livre, singulièrement à partir de la Révolution française. Vous avez écrit le livre sauveur, la question du livre sous la Révolution française. Vous avez aussi publié sur beaucoup d'auteurs, Karl Mannheim ou encore Jean-Baptiste Cousin de Grainville. Vous êtes sensible au thème de l'utopie, proche notamment de la pensée du philosophe Miguel Abinsour qui s'est éteint en 2017. J'accueille aussi le philosophe Pierre Musso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire des universités, co-directeur de l'édition des œuvres complètes de Henri Saint-Simon aux presses universitaires de France, éminent spécialiste de la pensée de Saint-Simon. Je renvoie nos auditeurs à votre grosse bibliographie sur ce sujet. Elle est présente sur le site d'Avec Philosophie. France Culture. Avec Philosophie, Géraldine Mühlmann. Anne Cupiec, Pierre Musso, vous allez tous deux nous éclairer sur cette période très riche pour les pensées de l'utopie qu'a été la première moitié du 19e siècle. Des utopies de vie en commun, des utopies de remise en question de la propriété privée, des utopies parmi lesquelles il y a eu des projets locaux tout à fait concrets, conçus par l'anglais Robert Owen ou encore par le français Charles Fourier, mais aussi des utopies où l'on observe des visions plus globales de l'avenir de l'humanité à l'heure de l'industrie naissante. Et à cet égard, le personnage de Saint-Simon a été assurément une figure centrale. Quel a été le devenir de toutes ces pensées utopiques tout au long du 19e siècle, puis au siècle d'après? Ont-elles vraiment été ressourcées par le moment 1968? De tout cela, nous parlons ce matin. Alors, le mouvement 68, justement, est-ce que ça a été ressourcé? C'est intéressant, justement, de penser comme ça. On peut voir que les années, les 30 glorieuses, où il y avait une sorte d'équilibre, malgré tout, la fin des guerres n'avait pas été signée, effectivement, encore, il y avait du combat entre les deux protagonistes, les deux dominants de l'époque, l'URSS et les États-Unis, mais le fait que ces deux forces se neutralisent et la crainte l'une de l'autre, et se servait de garde-fous mutuels, c'est-à-dire que le capitalisme ne pouvait pas être excessif, être hyper capitaliste, donc hyper égoïste, voilà comme on le connaît maintenant depuis les 30 années que nous venons de vivre. Il était obligé d'être social. C'est la période De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, c'est les 30 glorieuses entre les années 50 et les années 80. Il y a eu des progrès sociaux, mais énormes en France, qui étaient, par exemple, en France, mais aux États-Unis aussi, en Allemagne, etc., en Europe, dans tout le monde occidental, simplement parce que il ne pouvait pas ne pas s'étaler sur son adversaire, l'URSS, qui développait de façon intense justement le social. Les gens en URSS avaient, il y avait un service social qui était extrêmement puissant. Et donc, ça a obligé l'Occident à développer du social. Il y avait un courant, une force communiste, une force syndicaliste qui était puissante et une unité des hommes pour pouvoir combattre et gagner des avantages sociaux qui étaient très forts. Et donc, au fond, les peuples étaient heureux, on pourrait dire. Il y avait
C'était très équilibré. Et le capitalisme était obligé d'avoir une politique sociale très intense pour ne pas envoyer du carburant à, à son opposant, le communisme. Le communisme en France qui était fort, en Italie, etc., en Allemagne. Et donc, il était obligé de se comporter correctement. Voilà, il avait un garde-fou. Et pareil pour la partie communiste. De l'autre côté, l'URSS était obligé d'accorder un peu de liberté, le maximum qu'il pouvait faire, pour ne pas justement avoir toutes les velléités de ce qui filtrait de l'Occident derrière le rideau de fer et qui donnait envie justement au peuple de l'URSS de changer de régime. Ce qui a fini par être fait, parce que justement la liberté n'a pas été assez bien donnée. Le fait d'être refermé sur soi, ça a bloqué. Le fait d'être dans une dictature plutôt que dans un système libéral, tout ça a posé des problèmes à cette URSS et finalement, il a perdu le concours. Après, en 68, et donc dans ces années, par contre, en face, il y avait... Les valeurs étaient justement à la fraternité. Il y avait une tentative de retour, c'est les années hippies, on va dire, une tentative de retour. On cherchait la paix, on cherchait à faire évoluer le monde vers la paix universelle, vers quelque chose qui soit... où les êtres humains pouvaient circuler partout sur la planète. L'avoir avait très peu d'importance. Ce qui importait, c'était d'aller à la rencontre des autres cultures. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Les gens se baladaient, les Occidentaux, enfin, au moins les Occidentaux, malheureusement, c'était pas réciproque, parce qu'on était encore sur une sorte de post-colonialisme dont on n'est pas encore sorti. Mais voilà, il y avait ce côté-là. Mais on allait, l'Afghanistan était ouvert, l'Iran était ouvert, on pouvait se promener un peu partout dans le monde sans grande crainte. Et les valeurs étaient à l'universalité. La fin de la guerre, les êtres humains, les Occidentaux pouvaient vraiment critiquer leur gouvernement. Les médias étaient du côté du peuple, à l'époque, et donc protégeaient le peuple, et donc soutenaient les velléités du peuple. Les médias ont permis l'arrêt de la guerre du Vietnam, chose qui n'a pas été faite quand, après ces 30 glorieuses, le capitalisme a vaincu, quand le capitalisme a vaincu l'URSS dans les années 90, l'URSS a explosé, le capitalisme est rentré dans un état de toute puissance, comme les primates naturels quand ils renversent un adversaire. Les démonstrations de toute puissance sont là, c'est naturel. Là, ça s'est passé exactement comme ça. Les États-Unis sont rentrés dans cet état de toute puissance avec ces satellites de l'OTAN derrière. Et donc, ont écrasé toutes les valeurs de l'adversaire, les valeurs de fraternité, les valeurs d'égalité, etc., pour partir dans ce libéralisme absolu qui a permis la mondialisation. Voilà. Sauf qu'au lieu qu'elle soit heureuse, elle a été abuseuse. Voilà, elle a été abusive. Et donc, elle a été détestable et elle est détestée. Et aujourd'hui, il y a ce désir de renverser ce modèle par son propre excès. Voilà, au lieu de fraterniser correctement et de partager le leadership, d'en profiter pour partager le leadership, le système américain s'est imposé comme le gendarme du monde, et comme je le disais au début, un gendarme du monde injuste. Naturellement, il ne pouvait pas faire autrement. C'est pas sa faute. Il était obligé d'être injuste.
Donc, de cette injustice, elle a duré depuis 30 ans. On était dans ce modèle. Et là, on voit qu'il y a une rupture. Il y a le système de domination n'a pas voulu que les États-Unis ont voulu imposer à un des représentants des BRICS, c'est-à-dire des pays émergents qui cherchent à aller vers un partage du leadership. Un des protagonistes n'a pas voulu se plier à cela, c'est les Russes, et la guerre a été déclarée. En somme, la guerre s'est déclarée. Voilà, à mon sens, ils ont été poussés à cette déclaration. C'était stupide de rentrer en guerre, c'est clair, c'était pas la meilleure solution, évidemment, mais ils ont, malgré tout, ils ont été poussés à cela. Voilà. Et donc, on se retrouve avec un système qui veut renverser le monde. Et on voit comment les deux valeurs, entre les valeurs, on va dire hippies, qui étaient des valeurs où le corps avait une importance, mais pour jubiler, pour jouir de l'existence, c'était le faites l'amour, pas la guerre. Et la période machiste après de toute puissance, quand les États-Unis prennent la toute-puissance, d'un seul coup, on redevient, c'est le muscle qui reprend du poil de la bête, le bodybuilder, le corps à tout prix. Donc l'apparence, quelque chose d'extrêmement narcissique, c'est l'apparence plutôt que l'être qui prend le pouvoir. Et là, on est en plein dans ce mouvement d'apparence plutôt que dans le mouvement spirituel du fond de l'être que le mouvement hippie prônait. Le consumérisme à bloc, la mode qui devient quelque chose d'hallucinant depuis 30 ans, là. Il faut être à la mode tous les ans, il faut changer de pull, de trucs, de ci, de ça, etc. Et alors qu'à l'époque hippie, on allait s'habiller au surplus, chacun faisait sa propre mode, et il y avait cet état-là. L'esprit de compétition n'existait pas dans ce mouvement de hippie. On cherchait justement à aller vers à vivre en communauté, etc. Bon, il y avait tout un tas de valeurs qui ont été, les valeurs machistes ont pris un pouvoir, mais hallucinant, avec comme caricature les rappeurs avec ces nanas qui sont hyper sexualisées. Bon, voilà, la sexualité est passée, est devenue toute puissante, mais la sexualisation, on va dire, plutôt que l'amour, la sexualité amoureuse, la sexualité à travers l'amour que prônait le mouvement hippie. Donc on est sur deux mouvements complètement différents. Un mouvement totalement machiste et qui est violent. Le machisme, c'est la violence, c'est l'agressivité. Il suffit de voir la dérive du cinéma, la dérive du cinéma et puis de la télévision entre les années 80 et aujourd'hui, et ce qui était proposé entre les années 50 et 80. Voilà. Et après, on se demande pourquoi le monde est devenu si violent, pourquoi des êtres humains en sont à vivre comme dans les gangs des États-Unis ou d'Amérique du Sud ou en Afrique, avec cette violence qui est montée. Donc c'est bien l'idée de toute-puissance, c'est bien le problème de la toute-puissance américaine qui a engendré cette violence. Cette violence, elle n'est pas inhérente à l'être humain, ce n'est pas les êtres humains qui sont devenus, les Américains ne sont pas devenus plus violents comme ça à cause de la nourriture ou de quoi que ce soit. C'est les valeurs qui sont passées dans le système, et ces valeurs étaient là juste pour vendre de plus en plus. Il fallait, évidemment, le principe pervers, il va toucher les pulsions basiques
de l'être humain. Il va toucher, il va aller stimuler les pulsions les plus basiques, c'est-à-dire on aime, on a voilà, on aime regarder les choses malsaines. Si on va toucher ça en nous, on peut aller le toucher ou ne pas le toucher. Mais si on va le toucher, ben évidemment, on a un peu ce côté-là. On aime bien voir des choses sordides. Et c'est comme ça que s'est établi ce nouveau cinéma dans le truc qui a engendré par, par, euh, par effet réactif cette chose-là. Voilà. Bon, je vais arrêter là sur cette vidéo. On reprendra ce thème parce qu'il est important. À bientôt. Merci. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner si vous trouvez que c'est important.